Nous sommes de retour pour la suite et la fin de cette édition du live de TV Finance du 12 juillet 2022 et comme convenu, comme promis, il est désormais temps d'ouvrir notre rubrique Le Broker du jour avec David Derry. Bonjour David. Bonjour. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes analyste marché chez eToro et on va commencer votre intervention par les Market Movers Europe, les marchés européens et une analyse du CAC 40. Ouais, le CAC qui revient en dessous des 6000 points. On était venu rebondir sur un support qu'on voit ici à l'écran à 5758 points. Et malheureusement, ça n'a pas suffi parce que la semaine dernière a été négatif et on vient retomber en dessous des 6000 points. Donc maintenant, on attend désormais la réunion de la Banque Centrale Européenne. C'est ce qui devrait donner l'élan au marché pour les prochains mois et les prochaines semaines. Et on verra si justement la hausse des taux, on anticipe une hausse des taux de la Banque Centrale Européenne, va justement permettre au CAC 40 de renouer avec la croissance et les bénéfices. Là, on le voit, ça a été une année 2022 assez compliquée. On avait commencé l'année aux alentours des 7340 points. On est désormais en dessous des 6000. Donc voilà, on verra. On voit aussi que les 5758 points, ils vont pouvoir éventuellement rejouer le rôle de support assez important. Et on suivra ça. En tout cas, il y a pas mal de choses qui se passent en ce moment sur le CAC 40 et sur les marchés français. Il y a notamment eu Deezer la semaine dernière qui a fait son IPO, mais aussi EDF dont on va parler. Ouais, c'est ça. Deezer qui a fait son IPO et qui s'est révélé être catastrophique. Le cours a abandonné 30% le premier jour de cotation. Effectivement, EDF qui a trouvé un catalyseur à la hausse suite à la confirmation par Elisabeth Borne lors de son discours de discours général devant le discours de politique générale d'Elisabeth Borne devant l'Assemblée nationale, qui a confirmé que EDF allait nationaliser à 100% EDF qui est aujourd'hui détenu par l'État à hauteur de 84%. Exactement, donc il y a 15% qui restent aux actionnaires, 1% qui restent aux employés de la boîte, et cette fois-ci on devrait avoir l'État qui prend la main mise sur les 100% du capital. Ça a été plutôt bien accueilli sur les marchés boursiers. La plupart des investisseurs anticipent un premium sur le prix. Donc l'État devrait débourser environ 10 milliards, donc on va entre 8 et 10 milliards pour justement pouvoir acquérir EDF, ce qui pourrait représenter un prix par action. On a certains analystes qui donnent un objectif entre 15 et 20 dollars par rachat. 15 et 20 euros par action pour le rachat. Donc ça donne quand même encore une belle perspective de croissance pour le titre EDF, et c'est pour ça qu'on a aujourd'hui beaucoup d'investisseurs qui se précipitent sur le titre. Alors on n'a pas encore le prix exact, ni l'État français ni EDF n'ont communiqué sur justement le montant auquel ils allaient fixer l'offre, mais là si on regarde graphiquement, alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que EDF en bourse, ça n'a pas été malheureusement pour les actionnaires une belle aventure, parce que si on dézoome un peu et qu'on regarde en semaine, on voit qu'en 2014, on était aux alentours de 30 euros l'action. Puis on est venu descendre jusqu'à 7,50 €. 7,50 € qui a quand même joué le rôle de support assez important et sur lequel on est venu rebondir. Alors si on doit faire des suppositions, on pourrait éventuellement penser que Emmanuel Macron et que le gouvernement français fassent une offre aux alentours de 13 € l'action pour EDF. Ça représente la borne haute, et on voit que c'était quand même un niveau qui avait joué un rôle de résistance assez importante sur les marchés. Donc voilà, on verra, c'est que des suppositions, mais en tout cas en bourse, c'est plutôt bien accueilli et la plupart des investisseurs aujourd'hui anticipent un premium sur le rachat d'EDF. Sur le rachat d'EDF, on va poursuivre avec la chute de l'euro qui se rapproche de la parité avec le dollar. Là, ce matin, on est à 1,0011, on est tombé à 1,0002. Est-ce que ça peut continuer? Comment est-ce que vous expliquez ce phénomène? Il semblerait que ce soit une dichotomie entre les politiques, notamment entre les situations macroéconomiques européennes et américaines, les dichotomies entre les différentes stratégies de politique monétaire des banques centrales. Est-ce que ça va, dans quel sens ça peut aller, David? Écoutez, on va voir déjà 1 dollar. La parité risque d'être quand même assez défendue et ça risque d'être un niveau psychologique assez important sur lequel il risque d'y avoir beaucoup de volume sur les marchés. Donc on suivra ça déjà avec grande attention. Alors après, beaucoup de gens pensent qu'aujourd'hui on va venir planter cette parité à la baisse et que 1 euro vaudra moins qu'1 dollar à l'avenir. Alors quelles sont les raisons à ça? Déjà, on a un dollar fort depuis la guerre en Ukraine. Autre raison, c'est qu'aussi en Europe, on a décidé d'arrêter d'acheter du gaz et du pétrole aux Russes. Du coup,
on les achète aux États-Unis et les États-Unis n'acceptent pas l'euro pour payer comme paiement, hein, ils prennent des dollars. Donc ça explique aussi le fait que le dollar monte. Et puis aujourd'hui, on est dans une politique quand même avec beaucoup d'incertitudes sur l'euro, hein. On a beaucoup d'économistes qui anticipent le pire, que ce soit sur la monnaie, mais aussi sur la situation politique à l'intérieur de la zone euro, et donc tout ça, ça crée des inquiétudes avec un euro qui est en forte chute, hein. Si on regarde en 20 ans, on a perdu à peu près 30% sur l'euro, hein. On était à 1,50 en 2012 environ, on est désormais à 1. Donc c'est quand même pas négligeable. Alors on verra maintenant si justement on parlait de la BCE juste avant avec le CAC 40, mais on verra aussi la BCE si elle décide d'augmenter ses taux. Ça pourrait redonner de l'élan à l'euro. En tout cas, on est à un niveau particulièrement bas, et puis 2022 a été une année assez dure, hein, pour l'euro, parce qu'on avait commencé l'année aux alentours des 1,15 et puis on a fini là à 1 dollar. On n'a pas encore fini l'année, mais en tout cas on y est en ce moment. Maintenant on verra si ça va rebondir, mais en tout cas c'est un niveau le plus bas depuis plus de 20 ans maintenant sur l'euro-dollar. Sur le dollar, ouais, exactement, depuis 2002. On va finir votre tour d'horizon des marchés européens par alors le Royaume-Uni où Boris Johnson a annoncé sa démission. Ce matin, on apprenait que peut-être il serait remplacé le 5 septembre prochain. Toujours est-il que ni le FTSE ni la livre sterling n'ont réagi négativement à cette annonce, même ça a été plutôt le contraire. En effet, hein, ils tiennent plutôt bien, et d'ailleurs quand on regarde le FTSE, c'est l'un des indices, et c'est d'ailleurs l'indice européen qui tient le mieux depuis le début de l'année, parce qu'il est en perte d'environ un peu plus de % depuis le début de l'année, mais contrairement à des indices américains ou européens, d'ailleurs pour revenir sur le CAC 40, on est revenu en dessous des niveaux pré-Covid, et l'une des seules bonnes nouvelles, c'est un euro faible, ce qui pourrait faire espérer que les marchés repartent à la hausse, mais c'est un des seuls catalyseurs de bonnes nouvelles. Au UK, le fait qu'il y ait plus Boris Johnson, ça n'a pas trop inquiété les marchés. Les marchés pensent que, au contraire, le gouvernement va reprendre un candidat conservateur, quelqu'un de moins extravagant que Boris Johnson, et donc ça rassure un peu les marchés. Alors en tout cas, pas vraiment les rassurer, mais ça les inquiète pas, on va dire. Et on a un FTSE à l'équilibre, toujours au-dessus des 7000 points, à 7162 points. Et si on regarde le pound aussi, par rapport à l'euro, on a un pound qui augmente, et un euro qui chute en l'occurrence, hein. On avait été 2021, on avait commencé au-dessus à 92 centimes à peu près, on est aujourd'hui à 84. Donc voilà, on voit que l'euro est quand même assez faible, et on espère que ça va repartir à la hausse dans les prochaines années.